Salut à toutes et à tous, encore une étape bien débridée sur les routes du Tour. Aujourd'hui, le peloton était en pièces détachées, mais les gros bras du général se sont neutralisés pendant ce temps-là. Sur le sprint, Jesper Philipsen a déroulé après avoir été dans la position du chasseur toute la journée. Il remporte une 11e victoire d'étape sur les routes de la Grande Boucle et se rapproche de Pedersen au classement du maillot vert. Et pour débriefer cette 17e étape, j'accueille nos spécialistes, les reporters du journal L'équipe qui vous font vivre la course au quotidien dans leurs articles et dans ce podcast. Bonsoir à Luc Erinx. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Julien Chénet. Bonsoir Arnaud, bonsoir tout le monde. Et bonsoir Thomas Perrotto. Salut tout le monde. Et c'est parti pour le 20e épisode de l'équipe du Tour 2026. Et pour débuter comme tous les soirs le tour de table, l'image que vous avez envie de retenir. Tiens Julien, je vais me tourner vers toi ce soir en premier. C'est le virage Alex Baudin dans le col des Prés. On nous a bien secoué la voiture. C'était assez plaisant parce que j'ai pas pu vivre le col du Hague, donc j'avais cette petite frustration moi. Mais là, il y avait sur un petit passage de 100 mètres, j'ai ressenti la ferveur. Et puis avec ce paysage dans le parc des Bauges, voilà, c'était une journée plaisante et ce virage m'a bien marqué. Ils ont même mis le bras dans la fenêtre, moi, pour me toucher comme si j'étais un coureur. C'est vrai, t'as eu des frissons? Ouais, un petit peu, ouais. Pas de rétro cassé cette fois-ci? Non, tout est indemne. Luc, ton image aujourd'hui? L'écran noir de notre tablette, puisque c'est un petit peu le Belle tour image. de la zone blanche. On ne voit pas grand-chose de la course, malheureusement. Non, pour dire une autre couleur, le vert du maillot de Pedersen, qu'il garde aujourd'hui. Je l'ai vu tout à l'heure passer en zone mixte, avec toujours ce petit sourire que je ne saurais pas trop décrire, un peu taquin, avec un peu de confiance en lui aussi. La journée est sauvée, parce qu'il a quand même toujours le maillot vert, mais elle aurait pu être bien plus belle. La confiance qui a dû quand même un petit peu s'étioler. Thomas, ton image aujourd'hui? Le moment où on a vu Isaac Del Toro relégué dans un deuxième peloton, je me suis dit que le tour était peut-être en train de basculer. On verra tout à l'heure que non. On aura l'occasion effectivement d'en reparler. Mais d'abord, donc cette étape au scénario de dingue, des difficultés dans le premier tiers et un peloton en confetti avant la constitution de plusieurs groupes à l'avant qui finiront définitivement par se regrouper à 4 km de l'arrivée pour former entre guillemets la bonne échappée dans laquelle avaient réussi à se glisser certains sprinteurs, dont Jesper Philipsen, le Belge qui a fini par s'imposer après avoir quand même passé la journée à courir après les autres, Julien. Oui, enfin c'était une étape hyper particulière. Les sprinteurs pour gagner, ils ont dû s'échapper. Moi, je pensais que, en fait, c'était pour Van Der Poel aujourd'hui. Il a fait le rythme à fond dans le col des Prés, avec Philipsen qui était derrière. Et bon, finalement, il y a eu tellement de retournements de situation que Philipsen a pu avoir son mot à dire. Il s'est accroché, à l'inverse d'un Girmay qui lui était décroché assez rapidement, et puis il a pu revenir avec grâce à Pedersen en fait, ce qui s'est glissé avec un coup de retard, mais enfin il y a tellement de choses à raconter dans cette étape. On va pas faire le résumé de l'étape parce que franchement on en aurait pour une demi-heure, mais effectivement ce qu'on comprend c'est que c'était vraiment une étape quand même assez dantesque aujourd'hui, même 47,4 de moyenne, hein. Ouais, 47. 2200 mètres de dénivelé. Enfin, c'était assez dingue. Franchement, c'était l'une des plus belles étapes, je trouve, sur ce tour. C'était vraiment en mode classique aujourd'hui, Luc. Ce que j'allais dire, ouais, ça ressemble à une classique et Philipsen, c'est un coureur de classique, donc pas étonnant de le retrouver dans le final aujourd'hui. On parle beaucoup de Mats Pedersen et sa faculté à passer les bosses. Philipsen, il a quand même gagné Gent-Wevelgem cette année. C'est un coureur qui ne se contente pas de sa pointe de vitesse depuis. Alors, il a toujours eu d'autres qualités, mais depuis 2-3 ans, il met l'accent parce qu'il rêve de gagner un monument, il rêve de gagner Paris-Roubaix. Et quand on gagne Gent-Wevelgem, c'est qu'on est capable de passer aussi des monts pavés. Et aujourd'hui, il a su. C'est vrai qu'il s'est retrouvé à naviguer entre différents groupes. Il disait que la communication avec sa voiture marchait pas très bien. Il savait pas du tout quelle était la situation de course. Il a même cru parfois que c'était perdu. Mais il garde déjà une équipe qui est taillée pour ce genre de course, avec Van Der Poel, mais pas que. Et puis il garde lui aussi cette expérience de dire sur une classique, rien n'est jamais perdu, parce qu'avec toutes ces dynamiques de course, on peut toujours se retrouver présent dans le final. Tu l'as dit, il a parfois cru qu'il avait perdu. Il a même dit lui-même en conférence de presse tout à l'heure qu'il pensait seulement à la victoire dans les 20 derniers kilomètres. C'est vrai que c'était tout sauf évident aujourd'hui, Thomas, pour Jesper Philipsen de l'imaginer gagner. Alors on pouvait potentiellement l'imaginer gagner ce matin, ce que d'ailleurs a fait Luc dans notre jeu de Paris. Bravo à toi, Luc. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du déroulé de l'étape, c'était peut-être moins évident. Oui, effectivement, on a parlé de classique, mais quand on regarde les coureurs qui sont à l'arrivée, enfin en tout cas qui ont composé le dernier gros groupe, il n'y a que des coureurs de classique, parce qu'il y a Pedersen, il y a Philipsen, mais il y a aussi Van Der Poel, Stuyven, Matthews, Il manquait Kort Nielsen. Ouais, il manquait Kort Nielsen. Je vais arrêter ce podcast tout de suite.
Plus sérieusement, oui, la course était débridée, mais Philipsen a une carte maîtresse, en fait, c'est Mathieu Van Der Poel. Non, je ne veux pas être provoque, mais pour moi, c'est presque Mathieu Van Der Poel qui a gagné l'étape aujourd'hui, parce que c'est lui qui fait tout. Julien vient d'en parler, dans le col des Prés, il est énorme. À un moment, je crois que c'est Castrillo peut-être qui part, je le vois partir au moment où Stuyven est rejoint. C'est Mathieu Van Der Poel qui bouche le trou tout seul. Et à partir du moment où Mathieu Van Der Poel revient à la hauteur du fuyard, l'échappée temporise un peu, ce qui permet à Philipsen de revenir. Et même le lancement du sprint, Mathieu Van Der Poel fait tout. Alors Philipsen doit pédaler jusqu'à l'arrivée évidemment, mais il est déposé dans une configuration parfaite. Et franchement, si Philipsen ne gagne pas cette étape aujourd'hui, il ne gagne plus jamais en fait. Enfin là, c'était vraiment le parfait pour lui. Je vois pas comment il peut être mieux amené. Julien. Je trouve qu'il y a eu un jeu tactique fascinant dans cette étape. On a parlé du rôle de Van Der Poel, mais celui aussi qui était très important, c'est la présence d'Edouard Planckaert à l'avant. Si Stuyven a attaqué après le sprint intermédiaire à 26 km de l'arrivée, c'est parce que Planckaert ne prenait pas un relais dans cette échappée, puisqu'il avait Philipsen derrière, dans le groupe derrière. Et donc, il s'est senti obligé de partir, d'anticiper. Et donc, en fait, son rôle a vraiment désorganisé ce groupe qui était, pour moi, lancé vers la gagne. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Et aussi, pour moi, l'élément principal dans ce final, c'est Pedersen qui joue très mal. Hein. Il perd cette étape. Hein. Il offre, c'est un miracle. Si Philipsen gagne aujourd'hui, c'est parce que Pedersen. Alors, est-ce qu'il a voulu. Explique-nous pourquoi il joue mal cette étape, Julien. Eh ben, là, il est en train de gagner le maillot vert. Hein. Il est en train de sécuriser sa victoire. Il gagne le sprint intermédiaire. Il gagne le sprint intermédiaire. Il arrête sa course. Et il arrête sa course. Alors, je me demande si il n'a pas voulu offrir la victoire à Stuyven, qui était son ancien équipier chez Lidl Trek. Stuyven a changé d'équipe, il est chez Soudal. Quinn Simons aussi, non? Il était encore là à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Oui. C'était l'autre carte de Lidl. Moi, j'ai plutôt pensé que Quinn Simons, ça pouvait être la carte Lidl. Simons, il était pas devant là. Si, non? Ah non, je crois Il pas. me semble que oui. Bon, bref, continue. Non, il était pas devant. Non. Il y avait seulement Pedersen, Kwiatkowski. Mais en revanche, on voit à un moment Simons prendre un relais dans une côte pour essayer de revenir sur Stuyven. Et on dirait que Pedersen calme un petit peu le jeu, mais parce que je pense qu'il était trop court, quoi, justement. On le voit aussi dans le final, à un moment, je crois, c'est quand la côte, l'espèce de faux plat vers Voiron, Pedersen, on sent qu'il peut pas y aller, et limite, je sais peut-être encore Castrillo à ce moment-là qui est devant, où on se dit en fait Pedersen il ne fait pas la jonction en se disant si quelqu'un d'autre gagne, au moins ce sera pas Philipsen, quoi. C'était presque une anomalie quand même de ne pas l'avoir vu gagner depuis le début de ce Tour de France, Jasper Philipsen, et il gagne finalement sur le profil qui, a priori, lui convenait le moins. C'est-à-dire qu'il a eu 1000 raisons de gagner depuis le début de ce Tour de France, avec un Mathieu Van Der Poel qui, on l'avait vu, l'avait amené à la perfection, mais lui, il n'arrivait pas à conclure, alors que ça soit face à Olaf Koy ou face à Tim Merlier. Et finalement, Luc, on le voit gagner sur une étape qui ne lui convenait pas forcément le mieux. Pour moi, c'était déjà un miracle l'an dernier sur le Tour qui gagne le premier jour ce sprint où on savait que dans les dynamiques des différents sprinteurs, Jonathan Milan et Tim Merlier avaient pris l'ascendant. Ce sont deux garçons beaucoup plus puissants, qui ont aussi un meilleur moteur dans le dernier kilomètre. Et je pense que Philipsen, ces 2 dernières années, s'est retrouvé dépassé par ces deux coureurs-là qui sont juste plus rapides. Donc finalement, j'étais pas surpris de le voir échouer sur les sprints massifs jusqu'ici, même si à chaque fois, il y avait un très bon travail d'équipe. Les Alpecin l'ont assez bien emmené. Mais Merlier, on en a beaucoup parlé dans ce podcast, il était juste énorme. Et finalement, moi, le voir performer aujourd'hui, Philipsen, et en plus, je peux le dire, puisque je l'ai joué ce matin, ça ne me surprend pas parce que c'est vraiment son terrain de prédilection désormais. Et je te donne la parole, Julien, dans un instant, juste pour dire aussi ce que Jasper Philipsen a expliqué pendant la conférence de presse. Il y avait eu beaucoup de frustration, que ça soit d'un point de vue mental ou physique depuis le début de ce Tour de France. Il l'a dit, je suis amené dans les meilleures conditions et jusque-là, j'étais pas capable de gagner. Cette fois-ci, il l'a fait. Oui, ce que je voulais préciser, c'était que à la base, Philipsen, c'est pas un pur sprinter. Il était plutôt catégorisé comme un puncher en début de carrière. Donc finalement, le voir gagner sur ce genre de profil, ça fait partie de ses qualités intrinsèques. Après, il s'est développé vraiment en tant que sprinter, mais et il s'est redéveloppé en tant que coureur classique ces dernières années. Voilà, et donc du coup, son résultat suit en fait une certaine logique.
Et il poursuit sa série, une victoire minimum sur le Tour depuis 2022, c'est sa 11e victoire d'étape sur le Tour de France. C'est quand même aussi le signe de la continuité. Parfois on a alors je dis pas que c'est le cas pour tous les sprinteurs, mais parfois on a des sprinteurs qui performent une année et qui derrière vont plus être capables de gagner pendant 3 ans, pendant 2 ou 3 ans. Là vraiment on a une continuité pour Jasper Philipsen, Luc. Je pense que c'est aussi le signe de cet état chez Alpecin Première Tech où il se sent très bien entouré, il est complice avec Mathieu Van Der Poel, il a la confiance des frères Rodolphe, on le voit, ça se passe pas très bien depuis le début du Tour, mais ils l'ont jamais enfoncé. Van Der Poel, après sa victoire, a toujours dit voilà, j'espère maintenant que ça va sourire à Philipsen. Il fait vraiment, derrière Van Der Poel, il fait vraiment partie intégrante de ce projet, et c'est aussi la carte avec Van Der Poel qui a permis à cette équipe de se mettre en lumière. Donc c'est assez logique, je trouve, de le voir à sa place dans cette équipe et de continuer à surfer sur cette stabilité. Mais tu as raison, quand on est sprinter, coureur de classique, on a max 5, 6, 7 opportunités sur un Tour de France. Donc le voir gagner depuis 5 ans, c'est juste impressionnant. Et au passage, 6e victoire sur le Tour pour les coureurs belges cette année, après les 3 de Merlier, les 2 de Remco Evenepoel. On peut même dire que c'est la 3e victoire consécutive après les 2 consécutives d'Evenepoel à Solaizon et lors du chrono hier. Après on va parler du maillot vert, mais un petit mot là-dessus quand même, ça fait 6 sur 17 pour les Belges. C'est monstrueux quand même. Je sais pas qui veut réagir à ça. C'est 6 de plus que les Oui, Français. déjà, mais j'osais même pas le dire. Mais ils n'ont pas gagné le Tour de France depuis 76. Ils n'ont peut-être pas non plus de carte pour le général ces prochaines années, alors que nous, on a quand même Paul Sexas qui arrive. Si tu Remco considères que Remco Evenepoel n'est pas une carte pour le classement général. Pas pour gagner le Tour de France. Non. C'est déjà Oui, dans le futur, c'est que ça semble tenir plus de chances. Bon, le maillot vert, 7 points d'écart entre Pedersen et Philipsen, ça va être très disputé. Alors on rappelle que Philipsen l'a déjà emporté, c'était en 2023, mais Pedersen jamais. Donc Thomas, on imagine quand même que Pedersen va avoir les crocs pour aller le chercher. Oui, et ça validerait la stratégie aussi de Lidl Trek qu'on a pu critiquer cette saison, d'avoir mis un coureur, un sprinter comme Jonathan Milan au Giro, alors que Mats Pedersen était sur le Tour de France, alors que si on regardait les arrivées de pur sprinter, certaines du Tour de France auraient probablement mieux convenu à Jonathan Milan. Après, avec la réforme du barème, peut-être que les sprints intermédiaires, on sait que Mats Pedersen peut aller beaucoup dans des échappées, être dans les petits groupes à la fin. Il a pu faire le plein à différents moments. Mais aujourd'hui, oui, c'est ce qui rend excitant aussi la fin du Tour, c'est que l'écart s'est réduit. Il a repris 24 points, si je dis pas de bêtises, Luc, aujourd'hui. Il y a plus que 7 points d'écart en tout cas. Mais ça va être une vraie bataille probablement jusqu'à Paris, c'est même presque sûr, parce que donc il reste jeudi, vendredi, samedi avec 25 points à prendre au sprint intermédiaire à chaque fois, sauf qu'ils sont toujours placés après de grosses difficultés. Contrairement à ce qu'il avait dit en début de Tour. C'est vrai. Mais c'est les seules étapes depuis le début qui ont cette configuration-là. En comptant celle du jour. En comptant celle du jour. Philipsen s'attend à ne prendre aucun point. Et il croise juste les doigts pour que Pedersen n'en prenne pas non plus, sauf que Pedersen, alors samedi, je le vois peut-être pas aller chercher les 25 points après la croix de fer, qui est quand même un color catégorie. Demain, il va falloir passer... C'est compliqué aussi. Ça va être compliqué, il faut passer une première catégorie, une deuxième, troisième catégorie, j'y crois moyen. Par contre, vendredi, c'est jouable, comme le disait Philipsen. Pedersen est un coureur capable de passer des cols de première catégorie. Mais même en reprenant 25 points, il en restera encore 25 à prendre au sprint intermédiaire à Paris, plus les 50 de l'arrivée finale. Avant la butte Montmartre d'ailleurs. Voilà, avant la butte Montmartre, plus les 50 à l'arrivée finale après la butte Montmartre, qui est une course aussi qui ressemblera potentiellement à une classique, donc favorable à Mats Pedersen, sachant que... Philipsen est un mais Philipsen est un coureur, ouais, mais en même temps, il a la carte Van Der Poel et ils ont dit qu'ils voulaient potentiellement jouer la carte. Enfin bref. Si tu veux aller chercher le maillot vert quand même, je suis désolé, mais là tu joues tout pour Philipsen. Ce que je veux dire, c'est que le suspense devrait tenir jusqu'à Paris et que ça va être hyper serré, mais avantage à Pedersen. Enfin, là, quand même, Pedersen, il a manqué une opportunité en or de tuer le match aujourd'hui. Il avait un penalty et il a même pas cherché à le frapper. Parce que là, il a 7 points d'avance. Après le sprint intermédiaire, il en avait 47 d'avance. Et la perspective de gagner l'étape ou terminer premier, deuxième ou troisième. Imaginons s'il avait déterminé ne serait-ce que troisième de l'étape et Philipsen n'aurait marqué que quelques points, il aurait plus de 60 points d'avance. Et là, on n'aurait même pas ce débat-là aujourd'hui.
Il a parlé de journée de shit day, donc journée de merde en interview, et là vraiment je pense qu'il peut s'en vouloir parce que là pour le maillot vert il était plié à ce moment-là de la course. Oui, parce qu'il y a même un moment à la sortie de Chambéry, si je dis pas de bêtises, où il y a une grosse échappée qui se forme. Il y a ni Philipsen, ni Pedersen, ni ce genre de coureurs. Et on voit quelques coureurs de Lidl se mettre un petit peu devant le peloton. Et on s'est dit, bon, bah, en fait, ils veulent temporiser. Genre, bon, bah, ce groupe-là de 30, allez-y, parce que je pense que ça a arrangé aussi Mats Pedersen, parce que ni lui, mais surtout ni Philipsen n'auraient pris de points au sprint intermédiaire et potentiellement à l'arrivée. Et ce maillot vert, en tout cas, a le mérite de nous animer la course. Ça, c'est clair, parce que, alors tu l'as dit, ce sera également le cas dans les prochaines étapes. Il sera plutôt placé après des difficultés, mais aujourd'hui, il était vraiment placé à 27 km, si je dis pas de bêtises, de l'arrivée. Alors, je sais pas si c'est voulu par les organisateurs de justement créer des mouvements de course comme ça, mais en tout cas, même si c'est pas voulu, c'est réussi. On peut le dire. Vraiment, on a une course qui est incroyable, qui est débridée par ce maillot vert, Luc. Ouais, ça a rendu la course vraiment spectaculaire. Après, ça a été spectaculaire aussi les premiers jours quand le sprint était placé assez tôt. Cette étape en Auvergne où les Lidl Trek ont imposé un train infernal dès le kilomètre 0 pour éliminer tous les sprinters et aller chercher les points. Et c'est assez marrant parce que ça métamorphose un petit peu cette quête du maillot vert, finalement, qui récompense pour l'instant Mats Pedersen, qui n'est pas le meilleur sprinter, mais qui est un coureur assez hybride, capable d'aller chercher des points un petit peu partout, et je trouve ça intéressant. Aussi, le côté spectaculaire de cette lutte, il tient aussi à la nature des profils des coureurs qui jouent le maillot vert. Si on avait, je sais pas, 4 Marcel Kittel, enfin 4 Tim Merlier qui étaient en lice, on n'aurait pas cette bataille-là. Mais comme on a un feu follet comme Pedersen qui est capable d'animer la course du kilomètre 0 jusqu'à l'arrivée, ça participe à la création de ce genre de scénario. Et j'irais même plus loin, je pense qu'on aurait probablement exactement les mêmes étapes s'il n'y avait pas de lutte pour le maillot vert. Parce que, comme tu dis, ça tient aux caractéristiques de ces coureurs-là. L'étape donc de Foix, c'est ça, où Pedersen part avec plusieurs coéquipiers de Lidl. Enfin, on a beaucoup de coureurs de classiques et on a beaucoup d'étapes qui ressemblent à des classiques. Donc en fait, ce mouvement, il se crée de lui-même grâce à ces coureurs. Et je pense que les sprints intermédiaires et la lutte pour le maillot vert, c'est presque accessoire dans ces mouvements de course. Et à noter dans la première partie de l'étape aujourd'hui, beaucoup de favoris qui se sont retrouvés très bien placés à l'avant, dont Paul Sexas. Et ce alors que Isaac Del Toro s'était lui fait piéger dans un groupe qui était relégué à plusieurs dizaines de secondes, mais les favoris ont fini par se relever. Pacte de non-agression des Cadors. Comment ça s'est passé exactement? Alors toi qui es au suivi régulier de Paul Sexas, Thomas, comment ça s'est passé? Pacte de non-agression, c'est pas ce qui a été dit devant les micros au quart de l'équipe Decathlon. On a surtout expliqué que dans un premier temps, Decathlon avait voulu rouler sur Del Toro parce qu'il y avait une très bonne opportunité de prendre des secondes ou en tout cas de semer la panique. Sauf que aucune équipe n'est venue relayer Decathlon. Je pense qu'on s'attendait plutôt que Red Bull ou potentiellement Lidl viennent prêter main forte, faire un peu de renfort pour que Del Toro décroche et soit relégué peut-être. 38 secondes, je crois que c'est un peu le maximum à un moment. Oui. À 105 km de l'arrivée. Bon, il restait quand même 105 km de l'arrivée, il faut le rappeler. Aussi, ouais. Mais Decathlon a essayé, mais on va dire que Decathlon a essayé mollement, quoi. À partir du moment où ils ont vu. C'est après, il me semble. Franchement, moi, je les ai pas, à aucun moment, je les ai vus rouler. C'était dans un deuxième temps. Mais Non, Ouais, mais à partir du moment où Del Toro était piégé, ils ont essayé. Ils ont essayé de rouler. Oui, ils étaient Si Benot va se mettre assez rapidement en tête de peloton, on a Houleux qui est dans un deuxième rideau, ils accélèrent. Mais vu qu'il n'y a pas de renfort, encore une fois, il restait 105 km derrière, ils n'allaient pas faire la course. À ce moment-là, est-ce qu'on pensait pas à Coy aussi, éventuellement aller chercher la victoire? À ce moment-là, c'est pour rouler sur Del Toro. Et après, effectivement, ils ont fait la même chose. C'est quand c'est Dan Houleux qui repart devant. Là, c'était pour limiter l'écart avec le premier groupe. Je veux dire, quand on arrête de rouler, est-ce qu'on se dit pas, bon, finalement, on va favoriser potentiellement une arrivée groupée, on garde Coy en vie aussi? C'était une carte qui existait, mais dans un premier temps, ça leur a traversé l'idée de se dire Del Toro est derrière, on peut accentuer. Mais est-ce qu'ils ont fait la demande auprès d'autres équipes? Ce serait intéressant de savoir ça. Est-ce qu'il y a eu des discussions entre directeurs sportifs? Parce qu'effectivement, tout seul, avec seulement 2 équipiers à 105 km de l'arrivée, c'est illusoire de. Il n'y avait pas non plus un monde de dingue dans ce groupe-là. Il y avait quelques dizaines de coureurs, mais c'était. Ils étaient 40 ou 50. Oui, voilà, oui, mais c'était un plus petit peloton que le peloton dans lequel était Del Toro à ce moment-là. Mais si on met 2 Décathlon, 2 Red Bull,
de Lidl, 7 ou 8 coureurs intéressés pour enterrer Del Toro dans la course au général. Là, ça change la donne. Donc c'est dommage effectivement de pas avoir vu une alliance se mettre en place, et ça a donné l'impression que en fait tout le monde a peur de Pogačar. Oui, c'est ça. Alors c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas une notion aussi de pas se mettre Pogačar à dos? Probablement, mais il y a eu aussi surtout un moment de flottement où en fait tout ça se passe quand même assez rapidement, et je pense que toutes les équipes ne savaient pas vraiment où étaient leurs coureurs, que ce soit Lidl ou Red Bull, si on parle un peu des adversaires pour le général, et c'est ce que disait Julien Jordi, donc le directeur sportif de Decathlon, que ces équipes-là, elles regardaient d'abord où étaient les différents équipiers des leaders avant de prendre une décision, et le temps qu'il se passe ça, personne s'est porté en tête de peloton avec eux. Julien? Mais l'impression que ça a donné devant l'écran, c'était que Pogačar et tous les leaders du classement général se relevaient en même temps. Et il laissait partir les coureurs qui, eux, étaient intéressés. Il y a eu le filtrage pour l'échapper. Et j'ai trouvé ça curieux quand même. Ouais, c'était assez curieux. Effectivement, l'un des faits du jour, et on va en terminer par là, c'est aussi le gros passage à vide d'un des principaux lieutenants en montagne, justement, de Tadej Pogačar, Adam Yates, qui a fini à plus de 26 minutes de Philipsen aujourd'hui, attendu par Wellens. Tout de même, un problème potentiel pour la suite, pour Pogačar. Voilà, il a dit qu'il pensait que Yates se récupérerait à temps, mais est-ce que ça peut lui causer du tort à Pogačar? Notre collègue Johan Aubois est allé recueillir quelques informations au quart du AE, et visiblement Yates est malade depuis 2 jours. Il vomissait. Généralement, c'est le genre de virus qui en 2-3 jours est évacué, et peut-être qu'il pourra retrouver sa forme optimale ces prochains jours. En tout cas, on a tout fait pour le garder en vie parce qu'on le considère comme une carte maîtresse dans ces prochains jours. Ils ont fait relever Wellens, et ça permet, je crois, d'arriver avec 10 minutes sur les délais. Mais on disait du côté du AE, si on n'avait pas fait relever Wellens, on n'y serait jamais arrivé. En tout cas, visiblement pas de risque de contamination ou quoi que ce soit du côté du AE, puisqu'ils sont tous en chambre individuelle, et hier soir il a mangé tout seul. Et quand on voit, et on s'est posé la question l'autre jour de savoir aussi pourquoi Paul Sexas mettait un masque, notamment à l'arrivée de l'étape du Markstein, si ma mémoire est bonne, mais il y a dû avoir d'autres exemples. On se dit que oui, surtout avec un peloton fatigué, Thomas, il faut vraiment préserver ses ouailles. Oui, on est en 3e semaine, les corps sont fatigués, les organismes sont en difficulté. Jonas Vingegaard assez rapidement mettait un masque, Paul Sexas l'a mis aussi. Donc oui, ces coureurs-là, tout est un détail. Essayer de se préserver au maximum, et le masque, quand il y a des petits virus comme ça qui traînent, ou une gastro, des maux de ventre et tout, ça peut être assez précieux. Julien? En tout cas, on peut relever que au début du tour, on a l'impression que rien ne pouvait arriver à cette équipe UAE, qu'elle était insubmersible. Là, il y a eu quelques péripéties qui se sont enchaînées, avec McNulty qui est percuté par une voiture lors de la reconnaissance du parcours du chrono. La Yates, dont on apprend qu'il est malade, et très malade. Effectivement, avant les Alpes, si ces deux éléments-là sont affaiblis, ça va compter. Après, il a tellement de marge, Pogačar, sur la concurrence, qu'il peut se passer de coéquipier pour gagner le Tour de France. Mais après, il y a Del Toro, ça peut avoir un impact, surtout peut-être pour la 2e place. Ce sera le mot de la fin, et on va avoir 3 jours passionnants qui vont venir pour nous en dire plus sur le dénouement. Merci Julien, merci Luc, merci Thomas, je vous laisse filer. Moi, je vous parle tout de suite de la 18e étape du Tour de France 2026. Jeudi 23 juillet, 185 km au menu de cette 18e étape. Elle mènera le peloton de Voiron à Orsières-Merlette à travers les départements de l'Isère et des Hautes-Alpes. Au menu, quasiment 4000 mètres de dénivelé positif avec 5 difficultés. Une véritable étape de montagne, la première d'un triptyque alpestre décisif pour le classement général de ce Tour de France. Le peloton empruntera d'abord les lacets de la côte d'Angin en début d'étape. Ascension de première catégorie, plus de 11 km à 5,5%. Il enchaînera ensuite plusieurs difficultés plus faciles en milieu d'étape avant d'aborder les 2 dernières montées du jour dans le final. La côte de Saint-Léger et Mélèze, d'abord classée en 3e catégorie, puis l'ascension finale vers Orsières-Merlette, 7 km à 6,7% classée en première catégorie. L'un des mythes du Tour de France où Primož Roglič s'était imposé en 2020 lors du dernier passage. Alors les favoris du classement général se livreront-ils bataille à la veille de la première des 2 arrivées à l'Alpe d'Huez? Des baroudeurs grimpeurs prendront-ils suffisamment d'avance pour se bagarrer pour la victoire d'étape? Réponse entre 17h et 17h30, et nous on se retrouvera juste après pour un nouvel épisode de l'Équipe du Tour, un podcast réalisé par Mathieu Roclago, disponible sur l'appli d'Équipe et sur toutes les plateformes de podcast. Merci à vous pour votre fidélité, et on se dit à demain.